Hello, everyone. Welcome back. I'm Jennifer Rayner, the Director of Research and Policy Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Je suis Jennifer Rayner et aujourd'hui nous commençons cet après-midi avec la conférence. Alors nous avons écouté beaucoup de connaissances aujourd'hui et nous continuons à apprendre. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui un leader, Camille Norland. Camille Norland à travailler avec des particuliers et des organisations autour du monde. En ce moment, c'est une organisatrice d'expérience de compassion. Elle est aussi cofondatrice de la Coalition de compassion mondiale. En ce moment, son rôle est en leadership en matière de soins de santé. Surtout, elle oriente les personnes qui travaillent dans les soins de santé. Oh, thank you so much. Wow. Je suis extrêmement heureuse de voir tout le contenu qu'on a reçu aujourd'hui avec les incroyables orateurs que nous avons eu le luxe d'écouter et le public qui contribue dans les boîtes de clavardage et dans les salles. Je suis réellement extrêmement enthousiaste parce que je vois que nous sommes tous en train de changer le discours prédominant dans la médecine et les soins de santé. Je souhaite aussi partager mon travail. Je suis tout à fait d'accord après avoir entendu le sujet de la conférence aujourd'hui, cultiver les connexions, les voies vers le bien-être. Alors, la cultivation de notre connexion sociale, elle prend du travail, de l'attention et vraiment de la formation. Pourquoi? Eh bien, pour écouter le langage qui est utilisé aujourd'hui, peut-être que l'Alliance pour une communauté plus saine a été très intelligente ici, mais la phrase clé de cette conférence aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de créer une voie très importante pour votre bien-être. Vous êtes assis, j'espère que détendu et inspiré par les orateurs d'aujourd'hui et de nouvelles connexions neurales se forment et nous nous éloignons de la réponse du système nerveux de combattre, de fuir. Et parce que à présent, tout ce que nous expérimentons dans la vie, tous et surtout la plupart des stresseurs de la vie sont associés à la séparation qui n'a pas seulement lieu au niveau social, mais aussi à un niveau psychologique, peut-être même spirituel et même plus concrètement à un niveau cellulaire à l'intérieur de nos corps. Lorsque nous expérimentons de la tension, quelle que soit l'adversité que nous affrontons, nos corps répondent toujours de la même manière. Lutte, fuite ou amusement. Et plus que nous expérimentons des traumatismes ou des deuils, alors notre façon de penser et nos corps deviennent plus rigides. Puisque la séparation est le problème et que alors la solution est la connexion. Je dirais même plus, c'est la force de notre connexion sociale qui nous guérit et qui nous permet de sortir de cette réponse de stress et nous amène à un état de repos, de digestion et de flow. Alors, cultiver les connexions en tant que voie crucial au bien-être. Lorsque notre cerveau est dans cet état de flow, eh bien, il devient cette voie essentielle au bien-être qui exige de l'attention, de la formation et du refinement. Mais lorsque cela est renforcé par le biais de notre connexion avec nos amis, notre famille, la nature, ou peut-être même un pouvoir
plus élevé, alors les réponses inflammatoires qui promeuvent et favorisent les maladies chroniques s'éliminent. Lorsque nous ne cultivons pas la connexion, alors nous sommes en mode de survie et nous nous isolons. Et rationnellement, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais émotionnellement, nous pouvons nous sentir, lorsque nous sommes très stressés, comme si personne d'autre au monde pouvait nous comprendre. Personne n'a subi ce que nous subissons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons. En fait, ce mode de survie est tellement disons, omniprésent que nous vivons une épidémie de solitude. La magnitude de la prescription sociale ne peut pas être sous-estimée. Nous voyons que la prescription sociale est bonne pour les personnes que nous servons, mais avons-nous oublié de aussi avoir une prescription sociale pour nous-mêmes? Et de quoi parlons-nous alors dans l'environnement de travail? Nous voyons que 57% des travailleurs à distance se sentent seuls. La solitude est devenue tellement omniprésente dans toutes nos connexions. Et lorsque nous passons 40, 50 heures ou plus par semaine employés dans un environnement qui n'est pas vraiment, qui ne nous accompagne pas, nous découvrons que les personnes avec qui nous passons notre temps ont un impact sur l'état de notre santé parce qu'en moyenne, nous dévouons 15 minutes à nos soins de santé, disons avec notre médecin, ou si nous avons plusieurs maladies chroniques, au plus 1 heure, disons, par an. Donc, nous passons tellement de temps avec des personnes avec lesquelles nous sommes en réseautage. Et cela ne nous permet pas de favoriser la relaxation, les connexions sociales, la collaboration. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous souffrons. Et pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle les neurones à miroir. Et lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, bâiller, ah, normalement, on bâille également. C'est notre réponse empathique. Nous sommes conçus pour être des créatures empathiques. Donc, lorsque votre chef se stresse, eh bien, notre réponse empathique est déclenchée et il est probable que nous allons nous stresser comme si nous étions en train de rencontrer quelqu'un qui est mécontent, un client ou un patient. Et s'il est mécontent, alors c'est très facile qu'il ait des attitudes assez négatives. Il est très important alors pour nous d'essayer de garder le calme. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous centrons sur le bien-être mental, lorsque nous nous centrons sur la réponse du stress, eh bien, ce cadre que je vais vous montrer, c'est juste un processus général. Quand j'ai appris sur ce sujet, eh bien, ce cadre a changé radicalement la manière dont je percevais et interagissais avec le monde. Et il faut donc comprendre comment interagir les uns avec les autres. Et que se passe-t-il alors au niveau cellulaire, neurologique, lorsqu'un stresseur, un facteur de stress apparaît, nous perdons le contrôle et l'activité dans notre cortex préfrontal, l'activité se réduit. Nous commençons à nous déconnecter et cela nous présente beaucoup de défis, même dans la prise de décision la plus mineure. Nous luttons à choisir les vêtements que nous allons porter, les aliments que nous allons manger. Et alors les dendrites, les communicateurs des selles, commencent à s'atrophier et à mourir, ce qui renforce la réponse de stress, de lutte, de fuite, de
de ne pas savoir répondre. Nous commençons à sentir comment notre respiration bouge dans notre poitrine, nos muscles se tendent, nous devenons de plus en plus tendus parce que notre corps réagit sans savoir, parce qu'il ne sait pas si cette menace est, enfin, notre corps est conçu pour lutter contre les menaces, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'elles sont réelles, peut-être qu'elles sont imaginées. Et cette réponse augmente l'adrénaline, nous libérons du cortisol et notre pression sanguine commence à créer de la turbulence dans nos vaisseaux. Nous commençons à suer et au long du temps, si nous vivons dans cet état de stress chronique, eh bien, l'adversité, les traumatismes provoquent des ruptures, des cicatrices et des inflammations. Et cette inflammation est ce qui nous mène à souffrir de maladies chroniques. Le résultat, c'est que nous commençons à voir que nous commençons à renforcer nos habitudes, à prendre des médicaments, nous devenons de plus en plus rigides et de plus en plus, disons, contraints dans nos mouvements. Et au lieu de travail, lorsque nous souffrons, disons, lorsque nous souffrons cette situation de stress, eh bien, ce que nous faisons, c'est que, en tant que leader d'organisation, nous élaborons des politiques, des procédures, et nous avons tendance à dire, parce qu'on a peur, alors nous disons, je vais faire cette politique ou règlement qui devient une couverture politique au lieu d'une réelle intervention. En tant que professionnel de la santé, du domaine médical, d'une des douleurs des mammifères plus importantes est la séparation. C'est facile de le voir partout et nous souhaitons arranger cette douleur. Après tout, nous avons éprouvé du succès en appliquant en aidant les patients, les aider à guérir. En fait, le modèle médical est en fait centré sur ce modèle à fournir des soins. Et lorsque nous voyons que presque 80% des maladies chroniques sont attribuées au stress, au deuil non reconnu, au traumatisme non guéri, cela a des résultats de 90% des dépenses médicales sont en fait dépensées pour allouer au traitement du stress chronique. Et qu'est-ce que cela fait dans un état mental, médical qui a donc le devoir de guérir mais qui n'y arrive pas? Comment est-ce que l'on gère cela lorsque nous n'arrivons pas à guérir nos patients? En tant qu'une ancienne fourniteuse de soins, eh bien, lorsque nous arrivions à guérir quelqu'un, évidemment, nous applaudissons notre science, nos médicaments, tout a marché. Mais si notre patient ne répondait pas au traitement correctement, s'il était à l'échec en matière de santé, eh bien, notre tendance est de mettre la faute sur le patient. Peut-être qu'il n'a pas réellement suivi le traitement, peut-être qu'il s'agit du fait qu'il n'a pas d'assurance, peut-être qu'il n'a pas pu gérer la situation. Mais nos collègues vétérinaires m'ont appris à prendre de la distance à cet échec perçu de ne pas avoir réussi à guérir la maladie chronique de mon patient. Cela était perçu alors comme une préservation de soi parce que nous souffrions vraiment trop si nous nous investissons trop dans chaque patient ou chaque guérison. J'ai appris que si je n'étais pas si attachée à mes patients, je serais moins déçue si je leur manquais ou ils me manquaient. C'était frustrant parce que je ne souhaitais rien de plus que de résoudre leurs problèmes et les problèmes que je n'arrivais pas à guérir. Alors,
Je mettais toujours la faute sur la solitude et j'étais fâchée, j'étais frustrée et tout cela résultait en davantage de stress. Et cette sensation de stress, en fait, oblige à nos cerveaux à se poser des questions, à faire du multitask et nous compensons pour cette fatigue en restant caféinés, en mangeant énormément de graisse, de sucre, même quand nous savons parfaitement que cela n'est pas bon pour notre santé, que cela ne va pas nous aider à nous sentir satisfaits. Au contraire, nous serons mal nourris et nous prendrons encore davantage de distance entre notre esprit et notre corps. Et ce cercle vicieux continue à moins que nous arrivions à interrompre ce patron de maladie. Et cette interruption est en fait, c'est un processus très commun. Après, nous nous déconnectons de notre corps. Et il y a aussi une culture sociétale qui stigmatise la santé mentale et qui médique les deuils. Donc, c'est normal que nous luttons tous à écouter la sagesse de notre corps en tant que patient et en tant que fournisseur de soins. Et c'est donc l'association, la connexion sociale qui va nous guérir. Jusqu'à 90% des maladies chroniques sont provoquées par le stress non résolu, par les traumatismes non guéris et par le deuil non accompagné. Cela provoque des migraines, de l'anxiété, une augmentation de la tension sanguine, la diabète, l'arthrite. Et combien de fois avons-nous pris un jour de congé au travail en disant que nous avions mal au ventre quand en fait nous étions épuisés. Nous n'en pouvions plus. Nous sommes réveillés et ce jour-là, il n'y avait plus rien à faire, nous n'en pouvions plus. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette réponse de stress inflammatoire peut être révertie et que nous pouvons interrompre les patrons de maladie. Alors, je vais partager avec vous certaines techniques qui rendent ce processus de guérison plus rapide. En tant que professionnels de la santé, vous êtes des experts à remplir votre sac à dos métaphorique avec tous les outils pour qui vous permettent de connecter avec votre patient. Peut-être que le pic d'adrénaline, vous êtes dans dans vos soins. Et lorsque nous avons fini avec l'urgence, eh bien, nous continuons notre journée. Cependant, lorsque nous nous voyons attrapés dans ce cycle de stress avec de la tension physique et émotionnelle, eh bien, il s'agit de de la manière dont nous parlons à nous-mêmes qui en souffrent, le dialogue intérieur qui laisse ressortir nos insécurités, nos vulnérabilités, nos deuils non reconnus. Vous savez de quoi je parle? Eh bien, je vous invite à prendre un moment pour évaluer la gentillesse ou bien la cruauté de votre dialogue intérieur, surtout lorsque vous venez de vivre un événement qui n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Alors réfléchissez, comment vous parlez-vous à vous-même? Est-ce que si vous verbalisez votre dialogue intérieur, serait-il en fait cruel envers un enfant de 3 ans? Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de changer et de vous offrir un niveau plus élevé de gentillesse et de compassion parce que nos cellules écoutent continuellement toutes nos pensées et nos cerveaux ne peuvent pas faire la différence entre un dialogue intérieur négatif et la maladie physique.
nos corps et nos cerveaux interprètent les deux événements comme un stress, une menace à laquelle il faut réagir. Donc, si nous continuons avec un dialogue intérieur négatif, nous continuons à nourrir cette réponse de stress en augmentant la distance entre nos corps et nos esprits. Nos cerveaux sont conçus afin de nous aider à survivre, pas à nous aider à être heureux. Et donc, nous devons cultiver les connexions et avoir l'intention et le travail pour rester heureux. Et nous le faisons à travers un dialogue intérieur compassif. Il faut créer de nouvelles connexions neurales, c'est-à-dire que l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes doit changer si nous souhaitons donc changer ces voies vers le bien-être. La recherche scientifique nous dit que nous ne pouvons pas recadrer notre façon de penser et que nous ne pouvons pas prendre de décisions éclairées lorsque nous vivons un stress. Donc, la création d'un environnement qui va accompagner notre détente mentale et physique est clé. Il nous faut rester donc dans un mode de repos. Nous ne pouvons pas être en même temps en repos et en fuite ou lutte. Il est donc très facile de dire lorsque quelqu'un vit à un niveau très élevé de stress, parce qu'on peut voir par exemple que les épaules remontent vers les oreilles, les pupilles se dilatent, les mâchoires sont tendues, le dos, le cou, les hanches, tout est tendu et peut-être lorsqu'on les voit marcher, ils se déplacent un peu bizarrement parce que le muscle psoas est tendu. La posture peut être renfermée en essayant de se diminuer ou peut-être elle est un peu trop expansive. Cela dépend de la prédisposition de l'individu à l'instinct de fuite ou l'instinct de lutte que nous soyons en train de penser ou de dormir, il faut faire attention à comment nous tenons notre corps. Où est-ce que vous sentez la tension ou les douleurs ou la détente? En tant que fournisseur de soins de santé, il est facile de reconnaître ces points visuels, mais il est aussi plus difficile de nous détendre nous-mêmes lorsque nous ressentons la même chose. Nous pouvons écouter des indicateurs verbaux sur ce dialogue négatif que vos collègues, vos patients partagent. J'aurais dû prendre plus soin de moi, par exemple. Ah, mais je le savais. Nous écoutons des phrases euh, où les personnes acceptent qu'ils ils prennent sur sur eux les problèmes. Et cela revient comme une compassion. Et lorsque nous voyons ces réponses chez les autres, il est important de ne pas déclencher nos propres réponses au stress. Nous voulons être en mesure de co-réguler avec compassion afin de réduire ce stress. Et l'une des manières les plus rapides pour régler cet état et arriver à nous détendre et à nous reposer, je vais vous en parler. Vous avez peut-être entendu de cela. Il s'agit d'une technique de respiration que l'on appelle la respiration de boîte. Cela nous aide à minimiser le syndrome ou lorsque nous ressentons de l'anxiété et donc la mise en œuvre de ce processus de respiration que je vais vous expliquer dans un moment
ou peut-être même avant de faire une présentation ou de rencontrer quelqu'un qui va vous déclencher votre anxiété, peut-être avant d'aller vous coucher. Voilà ce que nous faisons. Suivez ma main, je vais inhaler pendant 4, je vais compter jusqu'à 4 pendant que j'inhale, je vais euh, garder ma respiration et après exhaler en comptant jusqu'à 4. Lorsque vous faites cela, Lorsque vous faites cela 4 fois, vous allez commencer à sentir que votre corps est relaxé. Vous allez sentir cette relaxation dans votre colonne vertébrale. Alors, commençons. Inspirez. Continue to do your box breathing while you listen to me. Alors, je vous prie de continuer à respirer de cette manière alors que vous m'écoutez. Les études scientifiques ont montré notamment que les 3 premières minutes de votre rencontre avec quelqu'un, que cette personne vous plaise ou non, que vous l'ayez connu pour des années ou non, nos cerveaux sont en train d'évaluer. Est-ce que cette personne, est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne maintenant? Est-ce que cette personne est une personne sûre, oui ou non? Et tout sera relié au traumatisme. Alors, lorsque vous rencontrez un patient pour la première fois, lorsque vous rencontrez un collègue pour la première fois, alors ne lisez pas cette liste que vous devez compléter, mais considérez, discutez au cours de ces 3 premières minutes avec cette personne. Lors de ces 3 minutes, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de consolider cette confiance. Vous ne voulez pas utiliser ces 3 minutes afin de corriger quelque chose, afin de rediriger quelqu'un ou afin de réparer quelqu'un. Écoutez juste. Et voilà, c'est là où les professionnels de santé et les infirmiers et les infirmières excellent. Vous avez déjà ce paquet de compétences, de pratiques. Comme ça, vous pouvez renforcer et consolider la confiance. Et j'espère que grâce à ces techniques, vous allez pouvoir vraiment promouvoir cette guérison pour vos patients et pour vous-même. Le fait de prioriser le bien-être mental n'est pas quelque chose de bénéfique seulement pour notre santé et afin de fortifier notre connaissance sociale, mais c'est une nécessité stratégique. Ce n'est pas seulement un atout, parce que vous êtes capable de réduire quelconque facteur de stress au bureau, par exemple. Vous êtes capable d'aligner les valeurs sur les processus de travail et vous êtes capable de mettre en place des politiques qui soutiennent la prestation de soins, le deuil, les expériences de maladies graves. How are things going? How are you doing? Majoritairement, lorsqu'on me demande est-ce que ça va, comment vous allez, etc., la réponse est majoritairement je suis vraiment chargée, je suis occupée, ça va. Lorsque j'entends cette réponse et tout le monde est occupé, affairé, il y a ses affaires, ce que j'entends moi est le fait qu'il y a ce déséquilibre entre le temps et les ressources. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas de temps. Ça signifie que ces personnes sont en train d'opérer de cet espace de stress. Alors, il est essentiel de prêter attention aux mots que nous utilisons afin de communiquer. Et si les cultures ne sont pas définies, nous, en tant que leaders dans l'espace de prestation de services, si nous ne prêtons pas attention à quelques termes que nous utilisons, si nous ne prêtons pas attention à ces pratiques
et qui sont basées sur la science. Alors, comment est-ce que nous sommes programmés au niveau neurologique et comment est-ce que nous octroyons nous offrons de la compassion et ce mode de digérer les choses et de se reposer, nous n'allons pas capables, nous définissons cette culture. Et si nous ne pouvons pas le faire, ce sont les leaders qui définissent cela. Alors, lorsque nous sommes capables de poser les jalons, de définir notre culture avec ces intentions, nous poserons alors les jalons. Voici les fondations et comme ça, nous allons pouvoir piloter ses capacités et ses points forts dans la bonne direction. C'est la première étape afin de bâtir alors une équipe à haute performance dont les compétences sont fortifiées. Lorsque nous regardons ces causes, ces causes profondes de la détresse. Alors parfois, le fait euh, d'identifier ces facteurs de stress, de les nommer est nécessaire. Et, c'est quelque chose, c'est assez afin de définir les facteurs de stress que nous voyons non pas seulement dans nos vies, mais aussi dans notre espace de travail. Alors, quelles sont ces causes profondes de la détresse? Alors, en premier, nous avons le manque de contrôle. Je vais parler de chacun de ces points. Alors, lorsque nous avons un manque de contrôle, ce manque d'intention afin de poser les jalons de cette culture, voilà ce qui cause la détresse. Ceci cause notamment un manque de planification stratégique. Et j'ai travaillé au niveau national aux États-Unis, j'ai travaillé au niveau global et c'est un des problèmes clés que j'ai vus. Entre autres, les prestataires de services au niveau moyen ne sont pas en train de communiquer ce plan stratégique. Ne sont pas capables de le déployer, ne sont pas capables de partager ce plan stratégique avec les prestataires de services de première ligne, ils ne sont pas capables de communiquer tout cela avec leurs clients. Et voilà où nous voyons cette déconnexion majeure. Entre autres, il y a ce manque de prévisibilité. C'est le manque de communication transparente lorsque les choses sont chaotiques, voilà, et vous essayez de voir ce qui va se passer. Après, c'est quelque chose de stressant, bien entendu. Il y a entre autres le déséquilibre entre la demande et les ressources. Lorsque nous commençons à être fiers du fait que nous sommes affairés, nous sommes occupés, qu'est-ce qui va se passer? Nous commençons à faire plusieurs tâches en même temps. Et lorsque cette pratique devient plus répandu. Nous revenons vers ce mode de survie et ceci cause encore plus de problèmes. C'est encore plus complexe et il est vraiment difficile de sortir de ce stade, disons, de cette réaction de combat ou de fuite. Et nous commençons à avoir d'une lutte, un combat. Alors, le fait de prioriser ces réalisations dans le monde du travail, le fait de prioriser la relaxation, le confort, ces choses sont cruciales et, et il est essentiel de gérer cette cause profonde de détresse, le fait que nous avons beaucoup de choses à faire et nous n'avons pas le temps de tout accomplir. Lorsque nous combinons ce manque de prévisibilité, le fait que nous avons beaucoup de choses, ceci cause un manque d'intentionnalité. Voilà, nous devenons des robots, nous sommes en train juste d'intégrer toutes ces informations. Voilà, ceci devient un travail vraiment laborieux et nous ne voyons plus quel est l'objectif. Nous nous battons, nous luttons afin de nous focaliser, de nous centrer sur les choses importantes. Nous luttons pour traduire nos idées en action. Après, nous nous sentons seuls. Nous sentons qu'il n'y a pas de soutien social. Les gens ne nous comprennent pas.
je suis toute seule ou tout seul. Ceci cause le deuil et cette expérience de perte. Lorsque nous sommes dans notre environnement de travail, et même durant notre vie journalière, notre deuil et nos pertes sont ignorés, sont négligés. Cultiver ces connexions, fortifier ces parcours de bien-être et forger ces connexions réelles avec notre famille, nos amis et nos patients. C'est ça qui nous guérit. So what does stress look like at your work? Alors, dans votre environnement de travail, comment se manifeste la détresse? Peut-être que c'est l'apathie, le fait de ne pas être engagé, qu'il n'y a pas d'implication. Peut-être que ce sont des procédures, des politiques qui sont, disons, néfastes, des répercussions. Peut-être que c'est la procrastination, l'absentéisme. En effet, lorsque vous avez cette culture de stress qui est intégrée dans votre organisation, lorsque vous voyez cette apathie, lorsque vous êtes fier du fait d'être occupé, d'avoir beaucoup de travail, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir une augmentation du taux d'absentéisme, vous allez voir une augmentation des maladies chroniques au sein du groupe. Vous allez voir qu'il y aura de l'épuisement professionnel. Et nous avons cette tendance de considérer l'épuisement professionnel en tant que problème individuel, mais ce n'est pas le cas. Je vois les choses différemment. Je considère l'épuisement professionnel comme problème de leadership, problème de culture organisationnelle. Majoritairement, nous échouons, nous ne reconnaissons pas le fait qu'il est essentiel de changer nos politiques, nos procédures. Nous ne prêtons pas attention au fait que ce sont ces politiques qui promeuvent les relations, qui priorisent les compassions, qui reconnaissent les traumatismes, les pertes et les deuils. Établir ce genre de culture aide à minimiser la détresse et le stress. Parce que si vous ne le faites pas, voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir des employés qui ne sont pas engagés. Et ceci signifie que s'il n'y a pas d'engagement, vous allez avoir plus de travail, ce qui va causer encore plus de déséquilibre. Alors, vous faites encore plus de travail et ce cycle vicieux continue. Vous avez beaucoup à faire, vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus d'objectifs, vous n'avez plus de motivation et voilà, le cercle continue. Alors, comment s'en sortir? Il est essentiel d'identifier ce qui rend votre organisation, les éléments qui font de votre organisation un très bon environnement de travail. Nous avons évalué plus de 300 organisations et nous avons appris qu'une des choses qui rend une organisation formidable est l'appartenance, le fait d'appartenir à cette organisation. Cette culture, ce sont les connexions sociales. Le fait de cultiver ces connexions sociales cause le bien-être. C'est ça l'élément numéro 1. Lorsque les personnes sentent cette appartenance à ce club, à cette organisation, lorsque les gens ou les personnes travaillent ou ont des rôles qui s'alignent avec leurs compétences,
lorsqu'ils peuvent communiquer très bien les uns avec les autres, lorsque ces conversations deviennent réelles et lorsque vous avez le courage de montrer cette vulnérabilité, lorsque vous avez cette confiance, ces compétences, lorsque vous savez que vous faites un très bon travail et que vous êtes en train d'aider les autres. If you can work in that environment when everybody has that flow and Si you're vous in that pouvez travailler dans un environnement où tout le monde a ce flux, cette circulation, et lorsque vous vous sentez soutenu, lorsqu'il y a du stress, lorsqu'il y a des pertes, lorsqu'il y a du deuil, vous savez que vos collègues, vos amis, votre famille, vos patients, ils vous soutiendront. Qu'est-ce qui rend aussi l'organisation un bon endroit, un endroit formidable de travail? Lorsque vous vous amusez, vous ne pouvez pas sous-estimer l'amusement, le divertissement. Est-ce que vos collègues font de leur mieux chaque jour? Si oui, si vous êtes en train de bénéficier de ces points forts, vous allez voir 72% en moins d'attrition. Priorisez ces points forts. Gardez-les. Ce sont des employés qui ont une valeur exceptionnelle et qui font des contributions exceptionnelles. Comment pouvez-vous bénéficier de ces points forts à travers les pratiques du bien-être mental? J'ai fait une liste de toutes les choses que vous pouvez considérer. Alors, depuis l'étape de pré-emploi, comment instaurer la confiance, renforcer la prévisibilité, parce que, souvenez-vous, il y avait ce manque de prévisibilité qui était un facteur de stress. Alors, par exemple, partager les critères de sélection avec les candidats pose vraiment les jalons de la culture de votre environnement de travail. Lorsque vous embauchez quelqu'un, lorsque vous êtes en train de mener le processus d'embarquement, assurez-vous que vous présentez cette personne à tout le monde. C'est vraiment commun que vous dites bonjour à tout le monde, par exemple, mais le fait d'avoir ces conversations réelles est essentiel. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous pouvez me soutenir? Comment vous sentez-vous dans cet environnement de travail? Vraiment encourager cette appartenance. Et bien sûr, si vous avez ce facteur de rétention, il faut maintenant prioriser les 3 premières minutes de chaque première journée, de chaque journée. Et de là, il faudrait le faire sans corriger, diriger ou fixer quelque chose qui ne fonctionne pas. Et une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de prendre une pause à chaque 2 heures, une pause de 2 minutes à chaque 2 heures. Et pendant ces 2 minutes, se concentrer sur l'appréciation, voir qui est-ce qu'on apprécie, mettre l'emphase sur la bienveillance et l'empathie. Et en passant, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique depuis les 10 dernières années, de prendre une pause de 2 minutes à chaque 2 heures. Et ce que j'ai fait à travers ce processus, et ce que j'ai remarqué avec cela, c'est que mes niveaux d'énergie généraux ont augmenté énormément. Parce que ce qui se passe, c'est que ça me permet de me déconnecter de cette approche de fonctionnement par défaut. Parce que nous passons 80% de nos journées à fonctionner de manière robotique et automatisée dans un environnement de stress. Et en prenant ces pauses, ce qu'on fait, c'est que nous formons notre esprit en lui permettant de plonger dans cet espace où il y a plus de créativité, plus de mémoire, de souvenirs, et qui nous permet aussi de réduire cette réponse face au stress et qui nous protège de ces maladies chroniques. Donc, si vous voulez cela, je vous dis simplement prendre 2
minutes, à chaque 2 heures. Voici quelque chose d'autre aussi qui est très utile, une pratique très importante pour renforcer les forces à l'intérieur de votre organisation. C'est que si quelqu'un décide de quitter, de démissionner, cette démission va augmenter le niveau d'imprévisibilité et votre devoir à la place, c'est d'augmenter la prévisibilité qui vient avec ça. C'est, par exemple, de bien partager comment est-ce que nous allons transférer les rôles et les responsabilités, non seulement avec nos collègues, le partager avec nos collègues, mais aussi avec nos clients. De cette manière, on va vraiment utiliser toutes ces forces que nous avons identifiées plus tôt et de là, nous allons pouvoir partager et communiquer tous ces processus que nous connaissons. Et plus nous allons renforcer cela, plus nous allons communiquer de cette manière, nous allons réellement intégrer cette façon d'être à l'intérieur de nous. Nous allons réorganiser nos neurones et on le verra dans notre façon de gérer le stress et même dans notre digestion. Maintenant, voici une autre stratégie que vous pourriez mettre en place. C'est vraiment d'éviter ou en fait de compenser pour ces stresseurs qui sont prévisibles, qui peuvent être évités en fait. Maintenant, si vous vous rappelez, Top stressors are lack of control, dans les facteurs de stress les plus importants, le manque de contrôle était important. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Et bien sûr, il faut aussi identifier qu'est-ce qui peut être changé. Maintenant, toute équipe fait des va-et-vient entre un état d'équilibre et de déséquilibre. Donc, une équipe qui va bien, fonctionne bien, et une équipe qui fonctionne un peu moins bien. Bien sûr, ça varie dépendant des organisations. Certaines sont plus stables que d'autres. Maintenant, lorsque nous avons une équipe qui est réellement en santé, on peut approcher ces facteurs de stress et y remédier. Et plus on fait cela, plus on est aligné avec nos valeurs, plus nous savons, surtout en tant qu'employé, que je sais, par exemple, que mes valeurs sont alignées avec ce que je fais au travail. Je sens que je suis en plein milieu de ma raison d'être. Je sais que mon équipe avance dans la même direction. Là, je sais que nous avons une équipe qui est réellement une équipe qui fonctionne et est en santé, parce qu'on se concentre sur ce qui compte réellement. Et si nous nous concentrons réellement sur le développement d'une équipe en santé, où nous aurons plus de chances d'avoir de la relaxation, de nous amuser, d'avoir plus de compassion pour autrui et aussi de la compassion pour soi. Et maintenant, vous vous rappelez, le discours que nous avons envers nous-mêmes deviendra plus bienveillant. Alors, à notre organisation, Integrative Resources, ce que nous faisons, c'est que nous aidons votre organisme à se rendre à ce niveau. Alors, ce que nous faisons, nous créons des cadres et des outils de conversation qui sont basés sur la science de la compassion. Et bien sûr, ça nous permet de développer un bien-être mental au travail. Alors, j'aimerais vous donner des petits rituels qui peuvent être utilisés rapidement. Je les appelle les 5 C. Nous nous concentrons sur la compassion pour soi-même et pour les autres. Ensuite, le courage d'être vulnérable. La curiosité, donc être assez curieux et poser les questions au lieu de se fâcher. La connexion, donc de créer ces connexions et de les cultiver. Et bien sûr, de nous assurer qu'il y ait de la constance pour que nous soyons prévisibles. Alors, si vous êtes en mesure de créer des petites activités
auxquelles j'aime me référer comme étant des petites activités virtuelles. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. L'une des choses faciles à faire pour démontrer un peu plus de compassion, c'est de poser une question simple. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'inquiète? Lorsque des fournisseurs de soins de la santé posent ces questions sans même résoudre le problème, sans même essayer de fixer, de résoudre, de corriger quoi que ce soit, il y a 5 fois plus de retours dans l'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une conversation qui prend à peine 40 secondes en moyenne. Et c'est une simple question. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Et si vous posez cette question, qu'est-ce qui vous inquiète? Durant les 3 premières minutes où vous avez rencontré cette personne, vous venez en plus de tout ça de renforcer ce sentiment de confiance. Maintenant, bien sûr, dirigez avec courage. Je vais partager un exemple avec vous. J'aimerais vous présenter, je vais vous parler de Jackie. Elle est une travailleuse sociale qui venait d'avoir son premier enfant. Et pendant que son congé, en fait, elle allait avoir son premier enfant et pendant qu'elle allait en congé de maternité, ses collègues lui ont démontré tellement d'amour, c'était excellent. Et pendant qu'elle était à la maison, quelques jours avant sa date prévue, ses collègues n'arrêtaient pas de l'appeler pour lui demander, As-tu accouché? As-tu accouché? On a tellement hâte de rencontrer ce magnifique petit être. Et chaque jour, ils appelaient jusqu'à ce qu'un un certain point, un jour, elle a réellement accouché. Et là, maintenant, elle a reçu ces appels des collègues qui l'appelaient pour savoir comment elle est, si elle avait eu l'enfant. Et malheureusement, son enfant, malheureusement, c'était un accouchement sans vie. Et elle ne savait plus quoi leur dire, en fait. Elle avait tellement de questions. Est-ce que son congé de maternité s'arrêtait là? Et malheureusement, elle ne savait pas comment partager ses préoccupations. Et lorsque les gens ont appris cela, l'organisation m'a contacté et m'ont demandé de l'assistance par rapport à cela. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi une équipe de coordination soins pour Jackie. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un lien entre un collègue et la meilleure amie de Jackie. Et ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes assurés qu'il y ait ses 2 meilleures amies au travail lorsqu'elle serait de retour. Donc, l'une prendrait sa charge de travail et l'autre serait là pour l'aider parce que nous savons que le deuil n'est pas quelque chose qu'on voit seulement le jour des funérailles. C'est quelque chose qui vient pendant longtemps. Et ce deuil se présente à n'importe quel moment, parfois même au travail ou dans n'importe quel environnement social. Et certains événements peuvent déclencher ce deuil. Par exemple, lorsque d'autres familles auraient leur propre nouveau-né. Alors, lorsque c'est arrivé, nous avons créé cette coordination des meilleurs amis de Jackie et l'une d'entre elles aiderait avec la charge de travail et l'autre aurait le droit de visiter Jackie et de prendre des marches avec elle ou peut-être d'aller prendre un café en attendant que ce deuil soit vécu. Alors, nous avons créé cette coordination avec le directeur exécutif, le superviseur et le gestionnaire. Alors, les 2 amis qui ont dû porter ce fardeau de charge de travail additionnelle et la charge émotionnelle aussi, on leur a trouvé 2 autres amis pour leur offrir un peu de soutien, pour leur permettre d'évacuer le stress auquel ils feraient face en aidant
Jackie. Maintenant, un autre point, soyez curieux. Créez cet environnement où il y a de la joie et un peu d'amusement. Par exemple, vous pouvez prendre cet endroit qui est habituellement très stressant pour des enfants, mais vous pouvez réimaginer ce contexte, comme vous le voyez dans l'image ici. Vous pouvez créer cette machine, cette expérience de résonance magnétique, d'imagerie par résonance magnétique, en développant cette histoire et ce narratif de pirate, par exemple. Donc là, l'expérience va tourner autour d'émotions positives. Nous savons aussi que lorsque vous cherchez à développer et à renforcer des connexions sociales, ça arrive. En fait, les changements arrivent à la même vitesse que la confiance. So excited about our projects that we're working on sometimes Parce que, that we vous forget. savez, parfois nous sommes tellement enthousiastes par rapport à nos projets que nous oublions. Nous oublions qu'il nous faut parfois prendre une pause, nous recentrer. Des fois, si on ne voit pas les changements que nous voulions voir, la bonne chose à faire, c'est de prendre un pas de recul, de développer cette connexion et cette confiance. Prendre ces 3 minutes où on n'essaie pas de corriger, de fixer ou de remédier à quelque chose. Prenez ces 2 minutes à chaque 2 heures pour établir cette confiance aussi. Et lorsqu'on fait ça de manière constante, on finit par mesurer tout cela et on finit par concevoir des choses exactement comme nous voulions que ce soit fait. Et c'est là où la magie opère. C'est là où vous allez voir ces équipes en santé, où les gens cultivent ces connexions. Alors, j'ai quelques questions de discussion à partager avec vous et je vais passer rapidement à travers ces questions. Juste que vous preniez le temps de répondre à ces questions, soit dans le clavardage ou que vous y réfléchissiez vous-même individuellement. Alors, j'aimerais que vous partagiez avec moi un rituel qui démontre la compassion que vous avez pour vos collègues. De là, ma question pour vous, c'est dans quel type de situation au travail pensez-vous avoir besoin de courage? Maintenant, une autre question. Nommez une micro-intervention que vous pourriez faire pour accroître la curiosité envers le travail ou dans le travail que vous faites. Alors, posez-vous la question, où est-ce que vous vous frustrez au travail? Où est-ce que vous vous fâchez? Et comment est-ce que vous pourriez placer ces mauvaises émotions dans un cadre différent? Par exemple, en vous posant la question, je me demande pourquoi, je me demande comment, je me demande si, par exemple. Une autre question que nous avons pour vous, quel rituel pourriez-vous suivre pour renforcer votre lien social avec vos collègues? Nous en avons mentionné plusieurs aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez entendu plusieurs exemples de pratiques durant la conférence aujourd'hui. Et là maintenant, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous feriez, une chose que vous feriez pour renforcer ces connexions. De plus, qu'est-ce que vous faites pour le bien-être et aussi de créer cette voie vers le bien-être. Créer cette voie vers le bien-être dans votre environnement de travail. J'ai une activité aussi que j'aimerais que nous exécutions. Donc, si vous voulez télécharger cette information plus tard, j'ai mis en place une activité où vous allez pouvoir le faire. Une activité où nous allons pouvoir identifier les facteurs de stress et les appliquer. S'il y a d'autres informations qui vous manquent, il me fera plaisir de vous
envoyer cela. Such an Vous attentive. allez voir à l'écran, voici mon courriel et mes autres informations. Alors, merci beaucoup d'avoir été une audience aussi attentive. J'ai apprécié. Wow, toute une présentation. Et nous devons tous apprendre à utiliser nos forces dans nos pratiques et dans notre milieu de travail. Merci aussi d'avoir partagé vos outils. Merci pour votre sagesse, en fait. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, j'aimerais prendre le temps d'exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous durant cet événement. Aujourd'hui, la conférence nous a permis de comprendre l'importance de la connexion humaine dans nos vies. Nous avons parlé de notre thème, entretenir des liens. Nous avons parlé des voies vers le bien-être, des expériences de nos travailleurs en clinique, nos chercheurs, nos médecins, etc. Et j'aimerais juste passer à travers certains de nos faits saillants. Quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que ce sont des choses qui peuvent être mises en pratique pour tous. Vous n'êtes pas obligé d'être un travailleur social ou un médecin. Et tout ça tourne autour de l'empathie. Et premièrement, il faut voir qu'il y a beaucoup de valeur de partager avec nos membres et nos collègues. Maintenant, le Centre pour les pratiques efficaces nous a montré comment est-ce que ces outils fonctionnent, comment ils ont été appliqués dans les cliniques et il est important que les gens participent à ce processus pour pouvoir développer la bienveillance et la confiance dans ce processus. Maintenant, nous avons appris aussi que ce qui compte, c'est la meilleure pratique, même sans un travailleur social. Maintenant, pour les peuples autochtones, nous avons compris que la culture, les coutumes et leur approche était excellente par rapport à la guérison, malgré l'histoire. Alors, la prescription sociale est un outil excellent. Il nous faut maintenant emmener plus de ces stratégies dans la population. Il n'y a pas assez de ces programmes de prescription sociale pour les jeunes. La prescription de musique peut être presque gratuite. Elle peut être emmenée presque n'importe où et peut être basée dans les communautés. Donc, vous pouvez aussi vous joindre à une chorale. Meeting modern structures and policies. So just allow the genius and brilliance of Black people to come out and shape space and work. All of this takes time and must be long-term work. So there's so many Tout more. cela prend du temps et il y a beaucoup de leçons que nous avons appris, mais c'était, disons, les points principaux que je voulais représenter. Et on va partager avec vous les présentations, les rapports le plus vite possible. Et je vous remercie vraiment de cet engagement collectif d'améliorer le bien-être dans nos communautés. Je trouve ça très inspirateur. Je voulais remercier tous les membres du comité organisateur pour organiser la conférence aujourd'hui. C'était énormément de travail. Je vous remercie donc à tous. Je pense qu'il y a même une diapositive avec une photo de tous les membres du comité. Peut-être pas. Et Natasha va reprendre la parole avec d'autres remerciements. Il y a en fait un prix que nous allons annoncer. À vous, Natasha. Merci, Jen. J'ai vu tellement d'informations qui a résonné en moi. Nous avons un comité organisateur incroyable qui nous a permis de célébrer la journée d'aujourd'hui. Je souhaite donc les remercier du fond du corps à tous ceux qui y ont contribué. Et je voudrais aussi prendre un petit moment pour remercier nos partenaires, les associations et centres d'adultes âgés, les centres de bien-être, le conseil
soins de santé pour les autochtones, le Centre pour les pratiques effectives et beaucoup d'autres organisations qui soutiennent également notre travail. Et je voulais que tout le monde sache que toutes les sessions de notre conférence d'aujourd'hui, euh, vous pouvez recevoir un crédit non certifié. Vous allez recevoir des informations sur comment obtenir cela et en même temps, nous vous enverrons un sondage, une évaluation de la conférence. Donc, vous pouvez aussi aller sur la plateforme pour trouver cette information, mais on va vous la faire parvenir avec le courrier post-conférence. Et maintenant, je voudrais annoncer les prix d'or que nous sommes en train d'offrir. Notre grand prix est un paquet d'une boutique de Cedars Basket, qui est une boutique autochtone de Toronto. Mais nous allons commencer avec les petits prix d'or. Ce matin, nous avons choisi 4 noms. Heidi O'Brien, vous avez gagné une carte café de 25 $. Don Fletcher, bravo! Venez chercher vos prix. La deuxième personne, Amy Wanamaker. Et finalement, de ce matin, nous avons Becca Anderson. Vous avez tous gagné des cartes de café pour café de 25 $. On vous les a déjà envoyées. Et l'après-midi, on a choisi 3 noms. Et il s'agit de Joe Clark, Dana Summers et Dan Edwards. Félicitations à vous tous. Et il nous reste un prix, le grand prix de la journée. C'est un choix, un petit paquet qui vient de Cedars Basket. Il s'agit d'objets d'artisanat autochtone et le nom du gagnant, c'est Marley Boudreau. Bravo, félicitations. Et maintenant, nous sommes en train de clôturer notre journée. Nous sommes presque arrivés à la fin. Je voudrais rappeler à tout le monde que la session finale sera vers 5 heures. Nous aurons une session. S'il y a encore des sujets que vous souhaitez continuer, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre notre session de réseautage. Je ne sais pas si je dois rendre la parole à Jen ou s'il faut tout simplement clôturer maintenant. Je voudrais remercier Camille à nouveau. Merci Jen et merci à tous nos panélistes. J'ai reçu tellement d'informations. Mon cerveau est vraiment riche de toutes ces informations que j'ai apprises aujourd'hui. Merci à nos panélistes, à notre équipe de AV Canada, aux interprètes. Et si vous avez aimé la conférence d'aujourd'hui, eh bien, il y aura un nouvel événement demain, notre événement de connexion humaine que nous célébrerons demain en personne. Cela aura lieu partout en Ontario et vous pouvez chercher des renseignements sur notre site web. Et vous pouvez donc participer à cet événement en personne. C'est donc l'accompagnement ou le suivi de la conférence d'aujourd'hui. Donc à nouveau, merci. L'interprétation était excellente. J'ai parfois écouté l'anglais, le français. C'était parfait. Merci à vous tous et merci à tous pour participer aujourd'hui.